Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien qui s'inscrit dans la série des entretiens Demain dès aujourd'hui, initiés par l'Institut français du Maroc. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Frédéric Lenoir. Bonjour Frédéric. Bonjour Anan. Vous avez un décor de rêve derrière vous, là, vous êtes en train de nous faire envie. Ben, j'ai la chance d'habiter en Corse, vous voyez, donc c'est la Méditerranée que vous connaissez bien. Eh ben c'est super, comme ça on en profite un peu aussi. Alors Frédéric, on ne vous présente plus, vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de plusieurs best-sellers dont Le bonheur selon Spinoza, La puissance de la joie, des livres traduits dans une vingtaine de langues et dans lesquels vous explorez les chemins philosophiques vers la sagesse, vers le bonheur, vers un rapport renouvelé à la nature. Mais aujourd'hui, on va parler avec vous de votre dernier livre, qui est un livre de dialogue avec Nicolas Hulot. Je le montre aux personnes qui nous suivent. Ce livre s'appelle D'un monde à l'autre, le temps des consciences. Et dans ce livre, avec Nicolas Hulot, donc vous êtes deux figures emblématiques, vous êtes deux figures engagées, vous avez décidé ensemble de refuser la fatalité et d'en appeler, et je cite une citation de Václav Havel que vous mettez dès les premières pages, à une révolution globale de la conscience. Alors, quelle a été la genèse de ce projet et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé de croiser vos paroles et de commettre cet ouvrage ? En fait, nous nous connaissons depuis une dizaine d'années, puisque nous sommes tous les deux des militants écologiques, des personnes engagées dans l'écologie. Moi, j'ai créé une première association sur l'écologie qui s'appelait Environnement sans frontières il y a plus de 35 ans. Nicolas Hulot a créé il y a plus de 30 ans la Fondation pour l'homme et la nature. Donc, on s'est croisés à travers nos parcours respectifs. Et puis, il se trouve que Nicolas est quelqu'un qui, depuis plus de 20 ans, a accompagné les présidents de la République française, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, comme conseiller politique pour les questions d'écologie. C'est lui qui a préparé la COP 21 avec François Hollande. Et on s'était rencontrés à cette occasion plusieurs fois pour la COP 21. Et puis, quand il était ministre, ensuite nommé par Emmanuel Macron, ministre de la transition écologique et solidaire, il m'avait bien plusieurs fois pour me confier une mission sur la condition animale. Et puis finalement, quand il a démissionné, tout s'est un peu arrêté. Et nous nous sommes rencontrés chez lui. Il habite en Bretagne, au bord de la mer. C'est également très beau. Et parce qu'on aime tous les deux la nature, vous l'avez compris. Et donc, on a parlé un peu de ses projets, etc. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre. Parce que finalement, on a évidemment des visions très très proches sur ce qu'il faudrait, dans quel monde on veut vivre, dans quelle société on a envie d'habiter. Et en même temps, on a des parcours complètement différents, puisque lui a été journaliste pendant très longtemps, qu'il a arpenté le monde en long, en large, en travers, et qu'il a une expérience politique très longue également. Et moi, je n'ai aucune expérience politique, j'ai moins voyagé que lui, mais je mène depuis longtemps une réflexion plus philosophique et historique sur la question du rapport de l'homme et la nature. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé d'associer nos voix pour être, peut-être, essayer d'avoir plus d'impact sur nos concitoyens et tous ceux qui aujourd'hui ont envie que quelque chose change sur cette planète. Un dialogue recueilli, parce que j'ai oublié de le dire en présentant ce livre, par Julie Klotz, qui a donc recueilli vos regards croisés. Un petit mot sur la posture que vous défendez dans cet ouvrage, avant d'en venir à des questions plus précises. Vous revendiquez la posture de gêneur et vous citez dès la première page un récit. Je me permets d'en lire juste un extrait, parce que c'est celui qui définit la posture que vous adoptez. C'est une lettre que Romain Gary, l'écrivain Romain Gary, a écrit en mars 1968 et qui s'appelle Lettre à l'éléphant. Et donc c'est un monsieur qui écrit à l'éléphant et qui lui dit « Monsieur et cher éléphant, si le monde ne peut plus s'offrir le luxe de cette beauté naturelle, c'est qu'il ne tardera pas à succomber à sa propre laideur et qu'elle le détruira. Il n'est pas douteux que votre disparition signifiera le commencement d'un monde entièrement fait pour l'homme, mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami, dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus place pour l'homme. » Et à la fin de cette lettre, il lui dit que dans une société vraiment matérialiste et réaliste, les poètes, les écrivains, les artistes, les rêveurs et les éléphants ne sont plus que des gêneurs. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme de gêneur qui est la posture que vous défendez ? En fait, tout ce que dit Romain Gary s'est réalisé. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de plus en plus fait pour l'homme, c'est-à-dire c'est la technologie
qui est l'idéologie dominante, dans lequel on essaye d'être toujours plus efficace, d'avoir toujours plus de rendement, de rentabilité, de profit, etc., en ne se souciant pas du tout des autres vivants, en pillant la nature, en la détruisant, en la saccageant. Et donc finalement, cette idéologie qui massacre l'environnement, eh ben, elle rend le monde de plus en plus inhabitable. Et donc, il n'y a plus de place non plus, à un moment donné, il n'y aura plus de place pour l'être humain sur la planète Terre qui est si belle, parce qu'on l'aura trop saccagé, pillé ses ressources, détruit ses écosystèmes. On est en train de détruire quantité d'espèces vivantes. Moi, rien que de penser qu'il n'y aura plus de rhinocéros et d'éléphants un jour sur Terre parce qu'on les aura exterminés, je trouve ça mais terriblement triste. Et puis, sans parler de la beauté des paysages, de la mer qu'on pollue, des poissons qui disparaissent. Donc là-dessus, les poètes, les intellectuels militants, etc., sont des gêneurs, parce qu'on refuse cette fatalité. On ne veut pas continuer dans ce sens-là, et on le dit haut et fort, ce qui gêne évidemment tous les gens qui s'accommodent du système parce qu'il est pratique, parce que ça promet un confort matériel, parce que il apporte effectivement je dirais des progrès technologiques qui nous font plaisir, qui nous apportent une facilité dans notre vie quotidienne, mais à quel prix? Et c'est la question qu'il faut se poser, c'est pour ça qu'on parle de Václav Havel, c'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire de passer au tamis de la conscience toutes les évolutions technologiques. Il faut se poser la question, est-ce que c'est un plus pour l'humanité d'avoir la 5G, d'avoir tel progrès technologique, etc. Ou est-ce que le prix à payer est tel que finalement, ça vaut pas la peine de continuer dans cette voie-là et qu'il vaut mieux être dans une vie où je dirais le confort matériel et la technologie est moins importante, mais par contre, on a plus de liens avec la nature, avec la beauté du monde, plus de temps pour voir les autres, nos proches, pour contempler, etc. Alors, vous avez entamé ce livre bien avant la crise de cette pandémie que le monde entier traverse depuis quelques mois, mais évidemment, c'est une donnée que vous avez intégrée et dont vous parlez beaucoup. Alors, pour parler d'abord dans une première partie des maux qui rongent le monde d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette crise en particulier va constituer un tournant décisif? Et si oui, pourquoi celle-ci plutôt que tant d'autres que nous avons déjà vécues et dont on aurait pu tirer des leçons et on ne l'a pas fait? Non, je ne crois pas que cette crise va être un tournant décisif, malheureusement. Je dirais que toute crise peut être une opportunité. Vous savez qu'en chinois, le mot crise, c'est deux idéogrammes, danger, opportunité. Et donc, dans toute crise, qu'elle soit individuelle ou collective, il y a toujours l'opportunité de changer, de sortir d'un système qui ne convient pas. Si votre corps est malade, c'est qu'il vous dit, attention, il faut changer quelque chose. Là, le corps de la planète est malade, l'humanité est malade, eh bien, il y a quelque chose à changer dans nos comportements. Mais malheureusement, on voit que depuis plusieurs décennies, on a des crises successives qui s'accentuent, des crises écologiques, des crises sanitaires, des crises économiques, et qu'on n'en tient pas compte. Regardez la grande crise économique de 2008, on s'est dit, mais non, il faut arrêter, il faut que la finance arrête d'avoir tous les pouvoirs, il faut qu'on régule la finance, et il n'en a rien été. Et on est reparti devant une financiarisation de l'économie aux conséquences dramatiques. Donc je crois que malheureusement, on ne tiendra pas compte de cette crise sanitaire, alors qu'elle fait partie d'une crise globale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour nous, et on a tout à fait la même analyse avec Nicolas, on ne vit pas une crise sanitaire en ce moment. On vit une crise sanitaire qui s'inscrit dans une crise globale, une crise systémique, c'est-à-dire qui fait système. Parce qu'il y a à la fois une crise écologique, économique, sanitaire, sociale, environnementale, etc. Et qu'est-ce qui fait le lien entre toutes ces crises? C'est ce que j'appelle le règne de la quantité. C'est-à-dire, au fond, on a une vision utilitariste du monde et de l'être humain. Et donc, on a installé la prédation, la compétition, la domination comme valeur suprême, et que ça détruit la planète et les sociétés. Et si on veut sortir de toutes ces crises qui sont reliées entre elles, il faut sortir du règne de la quantité pour aller dans une vision qualitative. Puisque ce qui nous permettrait de sortir de toutes ces crises, c'est au contraire de ne plus être dans la recherche du rendement, du profit, de la compétition, de la domination, mais dans la collaboration. Alors,
Frédéric, vous parlez déjà des solutions, on va y revenir tout à l'heure, mais je voudrais qu'on parle plus longuement des constats que vous dressez dans ce livre qui est très étayé parce qu'il y a énormément de données, de chiffres, d'études qui sont citées. Mais pour revenir à cette crise que nous traversons, vous liez directement la crise sanitaire à la crise écologique. Mais ce n'est pas moi qui le lis, ce sont les scientifiques. C'est-à-dire que vous avez des écologues qui étudient nos écosystèmes et qui ont constaté que depuis 30 ans, 70% des apparitions des nouveaux virus, depuis le sida, Ebola, le SRAS, etc., sont des virus zoonoses, c'est-à-dire qui viennent des animaux. Pourquoi? Parce que la déforestation massive que nous faisons fait que nous chassons de leur habitat naturel des animaux qui habituellement ne sont pas en contact avec les humains. Et du coup, le contact avec les humains apporte de nouveaux virus. Et c'est comme ça qu'on voit qu'effectivement, il y a un lien entre la crise écologique, c'est-à-dire la déforestation, la chute de la biodiversité et l'apparition de nouveaux virus. Et puis ça va continuer, parce que vous savez qu'il y a des terres gelées qu'on appelle le permafrost, qui sont des terres gelées depuis très longtemps, depuis des milliers d'années, qui sont en train de dégeler à cause du réchauffement climatique. Eh bien, lorsqu'elles auront dégelé, elles vont libérer des nouveaux virus avec lesquels l'humanité n'a pas été en contact, soit n'a jamais été en contact, soit n'a plus été en contact depuis des millénaires. Eh bien, du coup, ça va créer des nouveaux virus. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un lien très fort entre crise écologique et crise sanitaire. Alors, vous disiez que vous ne pensiez pas que cette crise allait marquer un moment de rupture, que cette formule du monde d'avant ou du monde d'après peut-être ne faisait pas tellement sens. Et pourtant, et vous le dites à plusieurs reprises dans le livre, on a été capable dans la gestion de cette crise de renoncer à des dogmes qu'on croyait inébranlables, à des dogmes économiques. Vous le dites, page 61, vous dites c'est la première fois dans l'histoire moderne que la crise économique que nous subissons, elle est de notre fait. Ce n'est pas quelque chose que l'on subit, mais nous avons choisi de privilégier la santé à l'économie. Et vous dites aussi que, par exemple, sur la question des libertés fondamentales comme celle de circuler, nous avons aussi renoncé très facilement. Est-ce que le fait que dans cette histoire moderne aujourd'hui, nous ayons pu mettre à terre des dogmes auxquels on était attaché, ça ne pourrait pas nous dire finalement on est capable, que quand on veut, on peut. Alors vous avez tout à fait raison. Ça, ce serait la vision optimiste. C'est-à-dire de dire effectivement, puisqu'on a été capable de mettre à terre notamment le dogme de l'endettement, puisqu'on nous dit régulièrement on ne peut pas investir massivement par exemple dans l'écologie, dans les énergies renouvelables, alors qu'on sait que si on mettait des centaines de milliards d'euros dans les énergies renouvelables, on pourrait complètement quitter les énergies fossiles en très peu de temps. Mais on ne le fait pas en disant on ne peut pas s'endetter. Et puis d'un coup, avec cette pandémie, on s'est endetté à la hauteur de plus de 750 milliards d'euros en Europe, ce qu'on n'avait jamais imaginé. C'est un dogme intangible qui a explosé. De même qu'on a arrêté l'économie, on a confiné les gens, on n'avait jamais fait ça. Donc la vision optimiste, ce serait de dire, eh bien continuons et faisons ça pour l'écologie, faisons ça pour, je dirais, l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité. Mais c'est là que malheureusement, je constate que ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que les gouvernements, une fois passé, je dirais, la gestion de la pandémie pour rassurer les populations, puisque cette gestion politique, elle est là pour rassurer les populations. Si les gouvernements n'avaient pas réagi, il y aurait eu des révolutions partout, parce que les gens n'acceptent pas de ne pas être protégés. C'est la mission principale de l'État, c'est la protection des citoyens. Et donc là, il y a une réaction politique qui était adaptée. Simplement, aujourd'hui, on voit que les vieux réflexes reprennent partout dessus. Et que dans toutes les relances qu'on voit, on relance essentiellement l'économie traditionnelle. C'est-à-dire qu'on cherche à repartir, à ce que les avions qui ne décollent plus redécollent à nouveau, à ce qu'on continue de faire circuler les marchandises à travers toute la Terre, etc. Alors qu'on pourrait dire, ce serait l'occasion de dire partout, essayons de relocaliser, essayons de vivre autrement, essayons de faire des choix vers une économie durable, circulaire, etc. Et c'est pas du tout ce qui se passe. On veut revenir comme avant. Donc c'est ça qui me rend un petit peu pessimiste. Alors, par rapport à ces racines du mal qu'on évoquait, il y a un terme sur lequel vous vous attardez longuement dès les premières pages du livre, c'est celui de progrès. Quelle a été la conception de l'homme du progrès jusqu'à maintenant? Au détriment de quoi s'est-elle faite? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous devons renoncer au mythe du progrès? Alors, le progrès, c'est une idée qui est née au XVIIIe siècle en Europe, avec des penseurs comme Turgot, Lessing et d'autres, qui ont dit au fond, aujourd'hui, la révolution qui était celle des Lumières, c'est-à-dire l'émergence de la raison et de la raison critique,
va permettre un développement des sciences et des techniques qui fait que les sciences, les techniques et la raison vont permettre de transformer les sociétés humaines pour faire reculer l'obscurantisme religieux, la tyrannie politique, et qu'on va être dans un monde meilleur finalement. Le progrès devait apporter le bonheur sur Terre. Sauf qu'on s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est vrai que les progrès scientifiques et techniques ont permis de sortir en grande partie du malheur de la pauvreté extrême. On a réduit considérablement les maladies sur Terre, l'espérance de vie a augmenté considérablement, le confort matériel s'est amélioré, les systèmes politiques ont progressé, les démocraties se sont développées à l'échelle planétaire, donc il y a eu beaucoup de progrès. Mais en même temps, il y a eu au XXe siècle 2 guerres mondiales atrocement meurtrières, il y a eu Hiroshima, il y a eu les camps de concentration, donc on s'aperçoit que les progrès de la raison, des sciences et des techniques n'apportent pas nécessairement un progrès pour l'humain. Et c'est tout le discernement qu'il faut avoir. C'est-à-dire que le mythe de progrès, c'est de penser que le progrès de la connaissance des sciences et des techniques va forcément apporter un homme meilleur. Eh bien non. On s'aperçoit que l'être humain peut rester ambigu avec le désir de dominer les autres, le désir de faire la guerre, d'être tout puissant, etc. Et que donc finalement, le progrès matériel doit s'accompagner d'un progrès spirituel. C'est-à-dire que la conscience doit évoluer. C'est ce que disait déjà Rabelais au XVIe siècle. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc l'être humain doit progresser tant d'un point de vue spirituel et moral que d'un point de vue des sciences et des techniques. Et c'est ça qu'aujourd'hui on a le plus besoin. On s'aperçoit que la technologie a envahi la planète, mais qu'il n'y a pas eu un progrès moral et spirituel qui permet de gérer la technologie, de l'utiliser à bon escient. C'est ce que le philosophe Henri Bergson avait dit au début du XXe siècle. Il avait dit l'accroissement de la matière, de la technique, etc., devrait appeler un supplément d'âme. J'adore cette expression, un supplément d'âme. Eh bien, effectivement, il n'y a pas eu ce supplément d'âme. Et l'Occident moderne a fait des progrès technologiques et scientifiques extraordinaires, mais comme il n'y a pas eu de supplément d'âme, on le paye très cher aujourd'hui. Alors, une autre idée aussi qui explique un peu la course folle dans laquelle a été entraîné le monde et puis l'homme, c'est cette idée de désir. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le désir de la quantité, le désir du cumul. Vous consacrez tout un chapitre à la question de l'argent, notamment. Alors, à la fois j'ai envie de poser la question d'un point de vue philosophique. Qu'est-ce qui nourrit ce désir chez l'homme d'avoir toujours plus? En quoi est-ce lié à sa quête de bonheur? Et est-ce que sa façon de concevoir le désir et le bonheur aujourd'hui est juste? Alors en fait, c'est une vieille histoire, parce que si on regarde ce que nous disent les philosophes de l'Antiquité, que ce soit les philosophes grecs comme Épicure, les stoïciens, Socrate, que ce soit les philosophes d'Orient, je pense notamment aux sages taoïstes, à Confucius, au Bouddha, ils nous disent déjà tout ça. C'est-à-dire que le corps de l'homme est partagé entre l'être et l'avoir, et que finalement, on a une avidité de possession, on a besoin de posséder toujours plus parce qu'on se compare aux autres, c'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Et que donc, bien, si on voit que l'autre possède plus de chameaux, eh bien, on sera malheureux et on en voudra autant. Si on voit que l'autre a une plus belle maison, on voudra une plus belle maison, etc. Et donc, le désir mimétique, qui fait qu'on se compare, est une catastrophe. Parce que du coup, on veut toujours plus, pour avoir autant, si ce n'est plus que les autres. Et puis la deuxième chose, c'est que on cite dans ce livre des études scientifiques sur le cerveau humain, qui montrent que nous sécrétons de la dopamine, qui est une substance chimique qui nous met dans un état assez euphorique, joyeux, etc. Et au fond, la substance dopamine fait qu'on en recherche toujours plus. Et le plaisir immédiat de posséder quelque chose, etc., nous donne de la dopamine. Et donc finalement, notre cerveau est fait pour posséder toujours plus. En tout cas, il nous incite à ça. Et face à ça, eh bien, face au désir mimétique et face à cette addiction à la dopamine qui nous met dans un état euphorique, on a besoin d'une conscience, d'un esprit qui résiste et qui accepte de mettre des limites et de dire non, je ne vais pas plus loin là-dedans. Et plutôt que de chercher toujours plus d'addiction à la dopamine, je vais chercher des joies profondes. Et les joies profondes, on les a par l'amour, par la contemplation, par la beauté, par la relation qualitative que nous avons avec nos proches, par la vie spirituelle, etc. Et donc, il s'agit d'avoir une lucidité sur nous-mêmes pour nous orienter nos désirs vers des grandes joies profondes, qui sont des joies de l'être, et non pas tous ces petits plaisirs cumulés du quotidien qui nous apportent cette dose de dopamine quotidienne, et puis d'arrêter de se comparer, d'arrêter de regarder les autres, et de se satisfaire finalement de ce qu'on a. Vous savez, Saint-Augustin disait déjà, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà.
ben, on aurait bien besoin effectivement de revenir à cette sagesse. Alors, Frédéric, concernant cette croissance exponentielle et ce progrès dans lequel s'est engouffrée l'histoire moderne, certains parlent de décroissance comme horizon, comme objectif pour résorber un peu toutes les conséquences de cette marche forcenée. Vous parlez plutôt de croissance sélective. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la croissance sélective, c'est l'idée qu'il faut poser consciemment des choix dans lesquels on accepte que certaines choses vont décroître parce qu'elles sont nocives pour la planète et les sociétés, et que certaines choses, par contre, peuvent croître parce qu'elles ne sont pas nocives pour la planète et la société. Je prends un exemple très simple au niveau énergétique. Il faut faire décroître tout ce qui est énergie fossile, mais il faut faire croître tout ce qui est énergie renouvelable. Et dans l'économie, ça se traduit très simplement par le fait qu'il faut investir massivement dans le solaire, dans les éoliennes, dans l'hydrogène, etc., et qu'il faut désinvestir massivement dans le pétrole, dans le charbon, et du coup, c'est des choix, tout simplement. Donc, il va y avoir une décroissance dans un certain domaine, une croissance dans d'autres domaines. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une croissance, parce qu'il y a de la croissance, mais elle est sélective. Elle est sélective, elle passe au tamis de la conscience qui nous dit telle énergie est néfaste pour la planète et telle autre ne l'est pas. Et donc, c'est simplement faire des bons choix. Alors, évidemment, une croissance sélective implique qu'il va y avoir des secteurs entiers de l'économie qui vont s'effondrer. Notamment le transport aérien, notamment tout ce qui est... Mais si on réduit le transport aérien et qu'à côté de ça, on développe le train, on développe les énergies renouvelables, on va créer des emplois dans d'autres domaines. C'est simplement, vous voyez, un transfert d'activité économique qu'il faut opérer lucidement et qu'il faut accompagner par des soutiens et des aides dans tous les secteurs qu'on décide de faire décroître. Alors, on comprend bien cette idée et surtout cette nécessité d'une croissance sélective, mais est-ce que vous pensez qu'elle est audible aujourd'hui, à l'heure où la crise est telle que pour les gouvernements, l'urgence de la relance économique, c'est avant tout de prévenir des crises sociales d'ampleur et que donc la relance économique, c'est de relancer l'économie telle qu'elle était auparavant. Donc pour vous, est-ce que c'est une idée audible et est-ce qu'il y a des exemples vertueux d'une réorientation de la relance économique dont on pourrait s'inspirer, et tout cela pour que, et là je cite Nicolas Hulot, pour que la transition écologique soit socialement acceptable et peut-être aussi politiquement, qu'elle se fasse dans la sécurité politique, et que la transition sociale, elle, soit écologiquement compatible. Comment on arrive à convaincre? Oui, ce que propose Nicolas Hulot, qui a une expérience politique longue, c'est qu'en fait, il faut d'abord de la prévisibilité. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens vers où on va, quel est le cap, et qu'on puisse s'y préparer. Et donc, il faut, si on a de la prévisibilité, on peut préparer les choses. Ensuite, il faut, donc, et ça va évidemment contre le court-termisme. Il faut se dire, d'ici 10 ans, il ne faut plus qu'il y ait d'énergie fossile, par exemple, ou on va réduire le transport aérien de 20%. Mais on se donne une prévisibilité. Après, il faut de l'irréversibilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas revenir dessus. Sinon, personne ne va y croire et du coup, on ne va rien changer. Donc, alors que si on sait que c'est irréversible, eh bien, tous les secteurs d'activité vont se réorganiser. Par exemple, les constructeurs de voitures. Si on dit, on prévoit que dans 10 ans, il n'y aura plus du tout de voitures avec des moteurs thermiques, mais qu'on va entièrement faire des moteurs hybrides ou des moteurs électriques. Eh bien, tous les constructeurs vont se préparer à ça. Et s'ils savent que c'est irréversible, ils vont investir massivement dans les voitures électriques et du coup, ils auront pu faire cette transition. Et puis, il faut de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut soutenir effectivement économiquement les secteurs qu'on est en train de transformer pour qu'il n'y ait pas des millions de gens qui se retrouvent au chômage, ou en tout cas, il faut les accompagner aussi vers des formations dans d'autres domaines qui seraient par exemple les énergies renouvelables. Donc là, on voit que c'est une volonté politique et une prévisibilité. Et ça, malheureusement, comme on vit dans le court terme, les gouvernements aujourd'hui gèrent les urgences les unes après les autres, et comme vous l'avez très bien dit, leur principal souci, c'est d'éviter les révoltes sociales. Et du coup, on fait attention à ménager les intérêts de chaque corporation, etc. Mais cette vision-là à court terme, hélas, elle est absolument en opposition avec les besoins fondamentaux aujourd'hui de l'humanité, qui est justement d'une conversion profonde de nos modes de production, de nos modes de vie. Mais comment on pourrait résorber cette tension entre le court terme
de l'urgence de l'action politique et le long terme de l'urgence environnementale et climatologique. Vous utilisez une jolie formule dans le livre avec Nicolas Hulot. Vous dites qu'avec certaines lunettes permettent de voir de près, d'autres permettent de voir de loin, mais si on superpose les deux, ben, on voit flou. Et il a une très jolie aussi proposition. Il parle des travaux du philosophe Dominique Bourg en disant que l'exécutif gagnerait par exemple à s'appuyer sur une troisième chambre qu'on appellerait la chambre du futur et qui n'aurait pour grille de lecture que le long terme et qui servirait de chambre de conseil pour l'exécutif. Est-ce que ce genre de propositions peuvent aujourd'hui être acceptées et acceptables? Alors oui, tout à fait, d'autant plus que Emmanuel Macron a décidé il y a quelques mois de rétablir ce qu'on appelle le plan. Le plan, ça a été créé par le général de Gaulle, c'était une chambre qui était chargée de réfléchir justement aux enjeux à moyen et long terme et de faire des propositions au gouvernement en disant attention, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, il faudra aller vers telle direction et donc il faut que vous en teniez compte dès maintenant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, que le fait que le plan ait été rétabli. C'est François Bayrou, qui est le maire de Pau et qui a été ministre plusieurs fois et qui a été nommé commissaire au plan. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, la grande question, c'est de savoir quels moyens et quel pouvoir aura ce commissaire au plan et est-ce qu'il pourra vraiment imposer, si vous voulez, au gouvernement des priorités de moyen et long terme ou pas. On verra dans l'avenir. Mais ça va dans le bon sens. Alors, ça permet de faire le lien avec un des derniers aspects pour comprendre la crise, c'est le politique. Dans le livre, vous dites qu'il est nécessaire mais faible, c'est votre formule. Nicolas Hulot revient très longuement sur son expérience. On rappelle qu'il a été ministre de la transition écologique et solidaire. Il tient énormément à ce terme de « et solidaire ». Une expérience difficile, il en parle beaucoup. Alors, comment aider ce politique qui est faible et est-ce que la Convention citoyenne pour le climat qui a fait des propositions au président, pour vous, c'est une vraie avancée ou c'est de la poudre aux yeux? Alors l'idée de mettre en place des commissions citoyennes, c'est une vraie avancée. Parce qu'aujourd'hui, la grande crise politique que nous traversons dans les démocraties modernes, c'est une crise de la représentativité. C'est-à-dire que les citoyens ne se reconnaissent plus dans les élus. Ils ont l'impression que les élus sont très loin de leurs préoccupations concrètes et qu'ils ne sont plus impliqués finalement dans les décisions. Et du coup, le fait de créer des commissions citoyennes, des conventions citoyennes dans lesquelles on demande aux citoyens de réfléchir à un sujet, de faire des propositions qui ensuite seront appliquées par le gouvernement, ça c'est un très grand progrès de la démocratie. La seule question, c'est de savoir si après le gouvernement va vraiment appliquer les décisions prônées par les citoyens. Alors, prenons l'exemple de cette première convention citoyenne voulue par le président Emmanuel Macron, qui était sur le climat. Et on a tiré au sort 150 citoyens. La plupart d'entre eux n'étaient pas spécialement connaisseurs des questions climatiques. Et ils ont donc rencontré des scientifiques, des experts. Ils ont beaucoup appris. Et à la fin, ils ont voté 156 mesures. Et sur ces 156 mesures, le président de la République a dit il y en a 153 que je m'engage à appliquer. Mais elles sont révolutionnaires. Il faut bien voir que c'est des mesures extrêmement audacieuses, dans lesquelles on va changer complètement nos modes de vie, dans lesquelles on diminuerait tout le transport aérien, dans lesquelles on améliorerait, on nous rendrait obligatoire l'amélioration thermique des maisons, etc. Et tout. Donc, si on fait ça, c'est formidable. Sauf que pour l'instant, on n'a encore rien vu venir. Donc, on attend de voir si vraiment Emmanuel Macron, dans les 2 ans qui viennent, va appliquer, enfin, jusqu'à la fin de son mandat, va appliquer les résultats de la Convention citoyenne. Et s'il le fait, ce sera un nouveau mode, je dirais, politique qui réconciliera certainement les citoyens et leurs élus. S'il ne le fait pas, ça va encore plus aggraver le fossé entre les élus et les citoyens et le manque de confiance envers les politiques. Emmanuel Macron s'était engagé au lendemain des élections municipales qui avaient vu arriver une vague verte à la tête de plusieurs villes de France, à reprendre 153 de ces 156 propositions. Et ce que vous dites, vous, dans le livre Frédéric Lenoir, ce qui vous a étonné, c'est que ces citoyens de la Convention ont voté pour des mesures qui, à 90%, étaient très coercitives. Ce qui veut dire que finalement, le désir de l'homme que vous évoquiez tout à l'heure peut parfaitement plier et être réorienté dans un autre sens. Tout à fait, puisqu'il prône des mesures courageuses qui impliqueraient des changements profonds de nos modes de vie. Et je crois que l'être humain, lorsqu'il est éclairé, lorsqu'il sait les véritables enjeux, il est capable de faire des efforts extraordinaires et de changer ses comportements. Simplement, vous savez, Socrate le disait déjà,
la cause de tous les maux, c'est l'ignorance. Et la plupart des gens ne sont pas au courant. Ces citoyens, ils l'ont dit. La plupart d'entre eux, ils étaient loin d'imaginer l'enjeu écologique, l'importance de l'enjeu écologique. Et après s'être informés auprès de scientifiques, ils ont complètement changé d'avis. Et du coup, ils ont fait des propositions très audacieuses. Donc je pense que la clé de tout, encore une fois, c'est l'information, c'est l'éducation. C'est que nous soyons informés des vrais enjeux aujourd'hui qui se posent. Alors, une deuxième partie de questions, Frédéric Lenoir, vous dites que nous sommes aujourd'hui interreliés, interconnectés. C'est le propre de la société et du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Est-ce que cette urgence climatique qui concerne le monde entier peut permettre de poser différemment la question des rapports nord-sud? Cette unité dans le drame qui traverse le monde entier, est-ce qu'elle peut nous permettre de corriger ou en tous les cas d'avoir une convergence dans la réflexion en matière écologique pour transformer les modèles? Effectivement, on voit très bien que tous les rapports nord-sud ont été fondés sur la domination pendant des siècles, et l'Occident s'est projeté à l'échelle de la Terre et il a cherché à dominer et à piller la Terre à son service. Alors il y a eu après tous les mouvements de décolonisation, etc. Mais en même temps, on voit très bien que la domination de l'Occident est encore telle que tout le système global économique lui est favorable. Et donc, il s'agit aujourd'hui de comprendre que la crise écologique majeure nous rend tous solidaires. Il n'y a plus de différence fondamentale. Où vous soyez, vous allez être impacté. Où qu'on soit, on va être impacté par la crise écologique. Et donc, je dirais que ce qui pourrait changer, c'est de comprendre que, au fond, tous les êtres humains, où qu'ils soient, sont sur le même bateau. C'est ce que Edgar Morin appelle la terre-patrie. Il n'y a plus de nation, il n'y a plus de pays. Il y a une seule entité majeure qui est la planète. Et nous sommes tous sur le même bateau, nous sommes tous citoyens planétaires. Et c'est ça qui va permettre, je pense, de dépasser tous les vieux conflits. Mais c'est aussi valable pour les réflexes de domination du Nord que les réflexes, je dirais, de ressentiment du Sud. C'est qu'aujourd'hui, il faut essayer de sortir de ça pour s'engager tous, je dirais, dans une voie où on est effectivement engagé dans le même processus à la fois, je dirais, de connexion. On est tous connectés, tous reliés, et donc tous impactés de la même manière lorsqu'il y a une crise, qu'elle soit économique, écologique, sanitaire. On l'a vu avec la crise sanitaire. Il n'y a pas un pays qui échappe à la crise sanitaire, même la Corée du Nord. Voilà, aucun pays ne peut s'isoler d'une crise sanitaire. Aucun pays ne peut s'isoler d'une crise écologique et du réchauffement climatique. Eh bien, ça nous amènerait, du coup, et c'est un point sur lequel j'insiste depuis très longtemps, à rechercher des valeurs universelles qui sont présentes dans toutes les civilisations, qui nous relient au-delà de toutes nos différences culturelles et historiques. Et elles existent, ces valeurs universelles. Et donc, c'est tout le dernier chapitre que nous consacrons à ce livre sur les valeurs, où nous disons, mais au fond, la valeur de beauté, elle est présente partout. Tous les êtres humains sont sensibles à la beauté et ne supportent pas de voir un monde qui est beau, qui est détruit. Ce sont les valeurs de justice. La justice, dans toutes les cultures humaines, la notion de justice est centrale. Personne ne supporte l'injustice. Ce sont les valeurs de liberté. Alors, elles peuvent connaître des connotations différentes, mais la liberté, c'est à la fois, évidemment, la liberté de conscience et d'expression, mais c'est aussi la liberté intérieure qui fait qu'on est capable de se poser des limites pour être plus responsable. Donc, c'est la liberté politique, mais la liberté spirituelle également. C'est les valeurs de solidarité, de partage. C'est présent dans toutes les religions, dans toutes les cultures du monde. Et donc, si on va chercher ces valeurs universelles, on pourrait refonder une civilisation planétaire sur ces valeurs universelles. Et une civilisation qui nous ferait passer, c'est les termes que vous employez, de la mondialisation au mondialisme et du libre-échange au juste échange. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on réintroduit à ce moment-là, dans le cas des échanges, on réintroduit la notion de justice, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice dans les échanges. Et donc, si on réintroduit comme valeur universelle la notion de justice à travers tous les échanges entre tous les peuples de la Terre, et ça va complètement changer la donne. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des multinationales qui sont des prédateurs universels et qui ont envie de s'enrichir en faisant travailler à des prix dérisoires des gens du Sud. Et c'est de ça dont il faut sortir. Mais ça nécessite une révolution complète des consciences. Alors, vous dites que l'Europe, vous le dites, page 86, que l'Europe pourrait être un espace modèle pour défendre les valeurs d'éthique et d'écologie. Et puis, Nicolas Hulot vous répond une centaine de pages plus loin en défendant aussi l'idée que l'Union européenne peut être l'espace providentiel, c'est son terme, pour faire jaillir un nouveau modèle. Est-ce que vous y croyez au fait que l'Europe puisse
puisse incarner ce nouveau cap et pourquoi l'Europe en a-t-elle les moyens? Alors en fait, on parle de l'Europe tout simplement parce qu'aujourd'hui on sent que c'est dans les pays européens où cette conscience écologique est le plus avancée. On voit qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Je dirais la puissance économique de l'économie traditionnelle américaine est tellement puissante que l'écologie a beaucoup de mal à s'imposer politiquement. On voit que dans la plupart des pays du Sud, il y a les gens qui ont encore n'ont pas connu le confort occidental aspirent à ça, aspirent au modèle de vie américain, je dirais, et que donc au fond c'est en Europe où à la fois on a cet équilibre, je dirais, entre l'économie et la conscience philosophique des enjeux qui nous permettrait de dire on va essayer d'être un modèle à l'échelle planétaire justement de limitation, de se limiter, d'être dans une croissance sélective, de refuser, par exemple dans l'élevage, de faire de l'élevage industriel qui fait souffrir les animaux et qui pille absolument les écosystèmes, etc. Il y a plein de domaines dans lesquels la conscience européenne permettrait, parce que quand on va dans tous les pays européens, moi je voyage beaucoup en Europe et je me rends compte que beaucoup de gens sont conscients de ça. Et donc on pourrait se limiter et se dire, mais non, on va essayer d'être plus vertueux, d'être plus éthique et du coup d'imposer dans nos échanges économiques avec le reste du monde la même vertu. Et en disant, si on veut commercer avec tel pays d'Asie ou les Américains, il faut qu'ils appliquent les mêmes règles pour qu'on puisse échanger, mais on ne va pas importer de la viande d'Argentine ou du Brésil qui a été faite de manière totalement industrielle, alors qu'on impose à nos éleveurs des normes éthiques et environnementales. Vous voyez, il s'agit vraiment de devenir un modèle de vertu. Et je crois que c'est possible. Simplement, la grande difficulté, c'est qu'autant les populations européennes ont globalement une conscience qui a beaucoup évolué, autant les politiques sont encore en retrait par rapport à ça. Et donc, ça n'a pas basculé encore dans les décisions politiques. Et l'Europe, elle doit se faire aujourd'hui au niveau politique. On doit arriver à un fédéralisme européen comme les États-Unis sont arrivés à un fédéralisme à l'échelle d'un continent. Et tant qu'on n'aura pas fait cet énorme progrès politique et qu'on n'aura pas quitté cette suprématie des États-nations, on n'arrivera pas à ce modèle vertueux auquel on aspire. Pour l'instant, il n'y a même pas de cohérence fiscale, de cohérence sociale. Donc on voit très bien que l'Europe, c'est un marché économique. Mais ça ne suffit pas. Il faut au contraire que ce soit un marché, pas un marché, que ce soit une entité politique, morale, cohérente. Et là, ça aura un impact très fort, je pense, pour l'ensemble de la planète. Alors l'Europe peut donc inspirer, on l'entend bien. Est-ce qu'elle peut aussi motiver pour corriger peut-être la modalité des relations avec les pays du Sud et notamment avec le continent africain? C'est rappelé dans le livre, page 308, beaucoup de pays du Sud ou en voie de développement ont payé les conséquences de la crise écologique alors qu'ils ont peu tiré profit de la croissance. Et c'est la formule que vous employez, à la dette historique et économique s'adjoint la dette écologique, on ajoute de l'injustice à l'injustice et de la misère à la misère. Alors comment renverser ça? Comment, dans cette quête de nouveaux modèles économiques plus respectueux de l'environnement, on peut corriger ces erreurs face aux pays du Sud? En fait, c'est vrai que on a effectivement une dette colossale vis-à-vis des pays du Sud et que on pourrait aujourd'hui en tenir compte de plein de manières. Déjà, on pourrait supprimer, annuler la dette économique que beaucoup de pays du Sud ont envers l'Europe, par exemple. Ce serait un geste qui serait extrêmement fort, auquel beaucoup de gens pensent. Et puis, on pourrait rétablir, encore une fois, des relations qui seraient beaucoup plus justes et tenir compte de l'impact écologique que nous avons. Il est clair que le réchauffement climatique, il va être beaucoup plus violent en Afrique du Nord qu'en Europe, dans un premier temps, puisque c'est là qu'on va voir de plus en plus des gens qui ne pourront plus habiter dans des zones qui se désertifient, etc. Et donc là, il devrait y avoir des soutiens importants, voire un accueil, lorsque ce sera peut-être malheureusement nécessaire, un accueil de population massive qui sera obligée de migrer pour des raisons climatiques. Et là, quand on voit qu'on est à peine capable d'accueillir des réfugiés politiques, on se dit qu'est-ce que ce sera quand ce sera... Vous savez que l'ONU prédit qu'il y aura des centaines de millions de réfugiés climatiques au milieu du XXIe siècle, c'est-à-dire dans 30 ans. Des centaines de millions de réfugiés climatiques. Et donc, il faut se préparer à les accueillir. Si on ne peut pas diminuer, évidemment, les causes du réchauffement qui sont en train de produire ce désastre dans les pays du Sud. Une autre question, Frédéric. Vous évoquez dans le livre le désenchantement du monde.
qui est lié à la perte de contact avec le milieu naturel. Alors vous qui avez sillonné le monde à la rencontre de spiritualités vivantes, est-ce que là aussi il n'y a pas des leçons à tirer de ces pays du Sud qui ont peut-être gardé, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, un lien autre, un lien spirituel avec le monde du vivant? Est-ce qu'il n'y a pas des savoir-faire, est-ce qu'il n'y a pas des modes d'être au monde dont les pays du Nord ou l'Occident peuvent s'inspirer aujourd'hui? Alors totalement. Une des choses qu'on partage avec Nicolas Hulot, c'est qu'une des causes du drame de l'Occident moderne, c'est de s'être délié de la terre, de s'être délié de la nature au sens profond et large du terme, et qu'on a considéré que la nature c'était un lieu de ressources qu'on pouvait piller, au lieu d'avoir un lien vivant avec la nature, considérer que par exemple un arbre c'est pas simplement du bois pour faire des meubles ou du chauffage, c'est un organisme vivant qui peut nous apaiser, qui peut nous transmettre quelque chose, et donc finalement beaucoup de pays ont gardé ce lien avec la nature. Et j'ai voyagé récemment, j'ai fait beaucoup de voyages. Alors aujourd'hui, je le ferai peut-être plus parce que je prône au contraire de moins voyager en avion. Mais là, j'ai fait pour des séries d'émissions pour Arte. J'ai fait des voyages à travers le monde entier. Et ça s'appelle, c'est pour des documentaires qui s'appellent les chemins du sacré. Et j'ai rencontré des chamans au Pérou, au Guatemala. J'ai rencontré des aborigènes en Australie, etc. Ce sont tous des gens pour qui la nature est vivante et qui vivent dans une symbiose, une communion profonde avec la nature, et dans lequel ils nous disent, mais au fond, la nature, ce n'est pas de la matière morte. La nature, c'est un organisme vivant, avec ses lois, avec ses esprits, avec ses écosystèmes, qu'il faut respecter. Et ils échangent avec la nature. Lorsqu'ils tuent un animal, ils lui demandent pardon, et ils en ont besoin pour manger, mais ils ont le sentiment que de tuer un animal pour manger, c'est un acte sacré. C'est pas un acte banal. Et regardez-nous, on sait même plus, il y a des enfants qui savent même plus que le poulet qu'ils ont dans leur assiette, c'est un animal vivant. Et donc on voit à quel point on a désacralisé complètement notre rapport au monde et qu'il faut aujourd'hui le resacraliser. On s'aperçoit que le vivant est sacré et que la nature est un organisme vivant qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, on doit s'inspirer effectivement de tous ces peuples, et notamment ces peuples premiers, qui ont gardé depuis toujours un lien, je dirais, vivant avec la nature et qui peuvent nous inspirer. Sans pour autant tomber dans la folklorisation ou l'exotisme, ou un terme qu'utilise Nicolas Hulot, la bio-piraterie. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tomber non plus, effectivement, dans une espèce de vision New Age où ce serait simplement se relier à la nature, aller boire de l'ayahuasca au Pérou ou faire du néo-chamanisme, etc. C'est simplement, dans notre regard sur le monde, comprendre que nous faisons partie d'un tout et que nous sommes un des vivants de cette chaîne extraordinaire du vivant qui est l'écosystème planétaire et que nous devons nous insérer dans une harmonie avec les autres vivants plutôt que de nous considérer comme supérieurs à tous les autres et les piller et les exploiter. Une dernière série de questions, Frédéric Lenoir, sur la question du sens. Vous y consacrez un de vos derniers chapitres. Alors d'abord, vous parlez d'un changement nécessaire de paradigme. Selon vous, quel est le paradigme vers lequel nous devons tendre? Vous commencez le livre avec une citation d'Albert Einstein qui parle de la profusion des moyens et de la confusion, je crois, des orientations. Et donc du coup, est-ce que c'est ça le changement de paradigme, c'est d'aller vers moins de moyens et plus de clarté dans nos décisions? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est simplement mettre la conscience, c'est-à-dire la réflexion et l'éthique au centre de toutes nos décisions. Alors que pour l'instant, on met l'efficacité. Qu'est-ce qui est plus efficace? Qu'est-ce qui est plus rentable? On met la rentabilité et l'efficacité. Eh bien, il faut mettre la conscience et la responsabilité. C'est-à-dire que l'être humain, ce qui, à mon avis, fait sa singularité et sa force, c'est la puissance de son esprit, c'est sa conscience. Et donc, puisqu'il a cette conscience, utilisons-la pour être capable de faire des choix plus vertueux, c'est-à-dire des choix responsables pour nous-mêmes et pour les autres. Et au lieu d'utiliser notre puissance intellectuelle pour dominer tous les autres vivants et piller la planète, et du coup, on détruit en même temps l'humanité, puisqu'on crée des sociétés de plus en plus inégalitaires, ce qui va créer de la violence. Et donc là-dessus, je pense qu'il faut utiliser notre intelligence au service de la conscience morale. C'est ça qui doit être au centre de tout. Le changement de paradigme, c'est de passer de l'efficacité, de la rentabilité à la responsabilité et la conscience.
Vous dites aussi que nous sommes dans une panne de récits aujourd'hui et que ce qui peut accompagner justement l'éveil de ces consciences, c'est de raconter des nouvelles histoires. Selon vous, ça doit passer par quoi? Est-ce que des figures emblématiques, ça suffit? Des figures comme aujourd'hui la jeune Greta Thunberg ou bien d'autres qui montrent par l'exemple et par l'engagement ce qu'il est possible de faire. Est-ce que ça doit passer par des récits de fiction? Quel est le rôle de la culture ou de la création là-dedans? Et enfin, est-ce que ça doit passer aussi par les médias, dont vous parlez aussi beaucoup dans le livre? En fait, je m'appuie sur des travaux d'historiens assez divers qui ont montré que toutes les civilisations humaines ont toujours été portées par ce qu'on appelle des grands récits, c'est-à-dire des grandes histoires auxquels tout le monde adhère. Ça a été les grands mythes de l'humanité dans toutes les cultures anciennes, antiques. Ça a été ensuite les grandes traditions religieuses. Chaque civilisation a été portée, que ce soit la civilisation chrétienne, juive, musulmane, hindoue, ont été portées par des grands récits croyants, qui fait que tout le monde croit au même Dieu, croit au même livre sacré, que ce soit la Bible, le Coran, etc. Et donc ça unit les gens, si vous voulez, quelle que soit leur diversité, quel que soit leur milieu social, tout le monde adhérait aux mêmes mythes ou aux mêmes croyances. Aujourd'hui, c'est en train de s'effondrer. Et on voit qu'effectivement, à ces grands récits mythiques et religieux, se sont substitués plutôt une efficacité, c'est-à-dire l'ultralibéralisme, c'est simplement le règne de l'argent. Et on n'est pas dans un grand récit du tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui suscite l'adhésion du cœur, de l'imagination, de la pensée, c'est simplement du pragmatisme. Et donc on se pose la question, est-ce qu'il faudrait à l'échelle planétaire retrouver un grand récit qui relie tous les humains, à travers leur diversité et à travers leurs récits particuliers. Et il ne s'agit pas de supprimer tous les autres récits, il s'agit de voir, est-ce qu'il y a un récit commun, je parlais tout à l'heure de civilisation planétaire, qui pourrait relier tous les humains. Et on peut se poser la question de savoir si ce récit, ça ne peut pas être tout simplement l'écologie, c'est-à-dire la nécessité de rendre la planète habitable pour les vivants et notamment pour l'humanité. Puisque là, on n'est pas devant une idéologie, c'est très concret, c'est très pratique, c'est le respect de la vie, c'est le respect de la diversité du vivant. Et si on entrait tous dans ce respect de la diversité du vivant, eh bien à ce moment-là, ça nous relierait à quelles que soient nos différences politiques, religieuses, d'Orient, d'Occident, on pourrait tous adhérer à la nécessité de rendre la vie possible sur Terre et de rendre les sociétés plus harmonieuses dans ce respect global de la vie. C'est pour ça que je crois que l'écologie peut être peut-être un grand récit, mais ça dépasse évidemment simplement, si vous voulez, les querelles écologiques de chapelle. C'est une vision dans laquelle on intègre, je dirais, l'humanité dans un espace plus grand qui est l'échelle de la vie sur Terre, avec toutes ces lois, avec tous ces écosystèmes. Et il ne s'agit pas d'idolâtrer la planète et d'en faire une nouvelle religion, mais un récit dans le sens d'un idéal de vie harmonieuse sur Terre entre les vivants, entre déjà les humains entre eux et les humains entre eux au sein de l'écosystème global qu'est la planète. Vous êtes aussi très attaché à la question de l'éducation des plus petits. En vous présentant tout à l'heure, j'ai oublié de parler de Sève, Savoir-être et vivre ensemble que vous avez créé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et de l'importance d'éveiller à cette nouvelle conscience les enfants dès leur plus jeune âge? Mais tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'éducation. Pourquoi les gens agissent mal, c'est parce qu'ils ne savent pas dans la plupart du temps. Et donc lorsqu'on est éduqué, lorsqu'on connaît les enjeux, lorsqu'on connaît les lois justement de la vie, etc., on est beaucoup plus apte à agir de manière responsable et consciente. Et donc il faut éduquer les consciences. C'est pour ça que ça veut dire savoir-être et vivre ensemble, c'est une association à but non lucratif qui vise à former des enfants, c'est-à-dire en fait qui vise à les aider à développer leur intelligence critique à travers la philosophie. Et quand je dis intelligence critique, c'est apprendre à discerner, apprendre à réfléchir par eux-mêmes, pour pas simplement répéter ce qu'ils ont entendu chez eux, mais réfléchir par eux-mêmes pour être plus capable aussi de réfléchir ensemble. Et on voit que les ateliers de philo qu'on fait dans les écoles, ça permet aux enfants de s'écouter, de se respecter, de progresser ensemble. Il y a souvent des enfants de 7-8 ans quand ils font des ateliers philo qui nous disent « mais c'est extraordinaire, on pense mieux ensemble ». Donc il ne s'agit pas de formater les enfants en leur transmettant un savoir philosophique de tel philosophe ou de tel philosophe, c'est pas ça du tout. Il s'agit de leur apprendre à penser par eux-mêmes. Et donc, en pensant par eux-mêmes, à mieux penser avec les autres aussi, et à respecter, être plus tolérant, c'est-à-dire accepter la confrontation des idées et essayer de se convaincre par l'argumentation, qui est l'utilisation de la raison. Parce que je pense que la raison est universelle.
tous les grands penseurs d'ailleurs d'Orient et d'Occident nous disent, la raison est universelle, et bien utilisons cette raison universelle à travers l'acte de philosopher pour apprendre à dialoguer à l'échelle planétaire. C'est pour ça que ces ateliers, ça existe au Maroc d'ailleurs, il y a une association Save Maroc, qu'on peut trouver sur Internet, comme il y a une association dans la plupart des pays francophones, où on forme des animateurs, ça peut être des gens qui ne sont pas forcément des enseignants, mais on forme aussi des enseignants à faire des ateliers philo dans les écoles dès l'école primaire. Alors ça c'est pour les enfants, et les adultes, comment on fait pour les engager dans ces actes, et surtout à les engager sans qu'ils ressentent de la frustration ou de la privation, parce que finalement appeler à la sobriété, appeler à la conscience, ça fait un peu sérieux, alors que vous, ce que vous dites, c'est que en fait il y a aussi l'impératif d'être heureux, de faire cela dans la joie. Vous rappelez page 210, l'impératif de Diderot, il n'y a qu'un devoir, c'est celui d'être heureux. Alors comment on engage les gens et on leur demande d'être heureux tout en se privant ou en réorientant leurs désirs? C'est le travail que je fais depuis 30 ans à travers mes livres. C'est-à-dire que j'écris des livres qui parlent du bonheur, de la joie, de l'épanouissement humain, en montrant diversement à travers tous ces livres que en fait, ce qui nous rend le plus heureux, ce sont les joies profondes, les joies de l'être, les joies de l'amour, les joies de la contemplation. Ce sont les joies spirituelles, ce sont les joies du cœur, plus que tous les petits plaisirs qui sont liés à l'accumulation des biens matériels. Et je ne nie pas du tout que c'est bien d'avoir une maison, d'avoir de quoi manger, d'avoir une sécurité. C'est nécessaire pour tout être humain. Tout être humain a besoin de répondre à ses besoins fondamentaux de sécurité matérielle. Mais une fois qu'il les a, plutôt que de rentrer dans la spirale du toujours plus, il faut qu'il découvre, et j'écris là-dessus depuis très longtemps, que en fait, ce qui le rend le plus heureux, c'est l'amour, c'est de faire une activité qu'il aime, c'est de se connaître lui-même et de s'accomplir selon sa nature, plutôt que d'avoir un nouveau smartphone tous les ans. Merci infiniment Frédéric Lenoir d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre de ce livre paru aux éditions Fayard, D'un monde à l'autre, le temps des consciences, un dialogue entre vous et Nicolas Hulot, recueilli par Julie Klotz. Merci beaucoup Frédéric. Merci Anna. À bientôt. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel entretien et d'ici là, portez-vous bien.